Et je pense que c'est correct. On va commencer. Donc, merci à tout le monde pour se joindre aujourd'hui. Et donc, vraiment, je suis vraiment très heureuse de pouvoir venir aujourd'hui à présenter avec Dr. Kim Lavoie vraiment les débuts, les lancements du beau programme Mieux vivre au-delà de la COVID-19. C'est un nouveau outil d'éducation pour les patients et leurs proches. Donc, bonjour à tous, je m'appelle Maria Cedeno et au nom de Respi Plus, j'ai le plaisir de souhaiter la bienvenue au webinaire d'aujourd'hui. Donc, ça, c'est vraiment un travail qu'on a mis en place avec une équipe de collaborateurs de partout au Canada. Ça fait plus d'une année et demie qu'on travaille sur cette série de modules. On est fiers de vous apporter des nouveaux outils pour votre pratique. Donc, je voulais juste mentionner si ce programme en général a été bénéficié d'une subvention de AstraZeneca, GSK, Moderna et Pfizer. Juste quelques aspects techniques avant de commencer. Si vous vous connectez au webinaire par téléphone, veuillez noter que votre ligne téléphonique sera en sourdine, sera mise en sourdine pendant la séance. Et si vous avez des questions, vous pouvez utiliser il y a un bouton qui s'appelle Q&A, vraiment pour toutes les questions, aussi dans le chat. Nous, on va surveiller toutes les questions et les commentaires en même temps. On va essayer de toutes répondre avant la fin. Et veuillez noter aussi que ce webinaire est en train d'être enregistré. Ça va être mis disponible sur notre chaîne en YouTube et notre site web www.expandcourses.com et vous recevrez un courriel à cet effet la semaine prochaine dès qu'il sera disponible. Et aussi, vous allez avoir une attestation de participation pour le webinaire d'aujourd'hui. Bon, je vais introduire notre invité spécial d'aujourd'hui, Dr. Kim Lavoie. Merci beaucoup, Kim. La Dr. Kim Lavoie est professeure titulaire au département de psychologie de l'UQAM et professeure auxiliaire de médecine à l'Université de Montréal. Elle est titulaire d'une chaire de recherche du Canada de niveau 1 en médecine comportementale et elle est chercheuse au Centre de recherche du CIOS-NIM. Elle est co-directrice du Centre de médecine comportementale de Montréal et co-responsable de l'IBTN, c'est International Behavioral Trials Network. La Dr. Lavoie co-dirige l'étude iCare qui vise à évaluer la sensibilisation du public sur sa attitude, ses préoccupations et ses réactions comportementales aux politiques de santé publique mises en œuvre pour réduire la transmission de la COVID-19 ainsi que ses impacts et les impacts de la pandémie chez les Canadiens. Merci énormément, Kim, pour être avec nous aujourd'hui. Donc, de fois un autre invité qui se présente aussi. Allô? Donc, on va commencer tout de suite avec la présentation et les diapositives. Donnez-moi un instant. Et donc, on devrait être en mesure de partager les diapos. Voilà. On est là. Je pense que tout le monde peut voir. Donc, je voulais juste lire rapidement que vous voyez, il faut présenter les conflits d'intérêts des conférenciers et on va le mentionner aussi sur la diapositive suivante. Donc, on avait reçu une subvention à but non lucratif sans restriction d'AstraZeneca, GSK, Moderna et Pfizer. Et donc, certains des participants de notre comité scientifique, donc il y a beaucoup de monde, beaucoup de personnes qui ont participé au développement de la série qui ne sont pas ici aujourd'hui, mais certains qui ont des travaux pour certains des sponsors ou d'autres partenaires de l'industrie. Mais tout traitement mentionné sera basé sur la classe de médicaments, au moins qu'il n'y a qu'un seul agent sur la classe. Les objectifs du programme pour aujourd'hui, c'est vraiment, après le webinaire, les participants seront en mesure d'utiliser de manière appropriée et efficace les matériels éducatifs pour répondre aux besoins de leurs patients concernant la COVID-19. Compléter les lacunes actuelles, vous allez voir, il y a beaucoup de lacunes, même 3 ans après le début de tout ceci.
très important d'identifier la population cible. On parle maintenant des populations à haut risque. Et donc, et aussi très important, et pour ça qu'on a un docteur Kim Lavoie, c'est comment les stratégies pour mieux engager une conversation avec les patients, soit par rapport à la prévention, le traitement, mais aussi la gestion de la COVID longue. J'espère que ça va être aidant pour l'équipe ici. Et il y en a trois parties, donc on va prendre d'abord le temps, juste parler des préoccupations, les gens qui sont avec nous aujourd'hui au webinaire. On va parler du programme, mais on va aussi vous présenter une étude des cas. Bon, on va sortir les sondages parce qu'on veut savoir, on a au-delà de 125 participants. Donc, je vais vous poser une question, donc c'est mon temps de vous poser une question pour savoir c'est qui est avec nous aujourd'hui. Donc, on vous donne quelques instants pour connaître vos réponses. Oui, 122 personnes, on est très, très contents. Donc, je vois que la majorité du monde ont déjà répondu. Donc, on partage les résultats. Qu'est-ce que tu penses, Kim? Cette plupart. Oui, on voit qu'il y a beaucoup d'infirmières, infirmiers, inhalothérapeutes, d'autres professionnels de la santé comme moi, et d'autres qui travaillent juste dans le domaine de la COVID. Alors, c'est très bien. Merci. Merci d'être là. Je vois qu'il y a pas de patients, il y a d'autres, mais il y a pas de patients qui sont venus aujourd'hui. Donc, c'est correct, juste pour savoir qui est avec nous. Merci beaucoup. Donc, Et juste pour dévoiler, je viens de terminer ma deuxième infection de COVID qui était très léger, je pense grâce à mes, oh mon Dieu, 5 vaccinations. Mais en tout cas, juste pour dire que c'est quand même, on est tous des patients, hein, même si on travaille dans le domaine. Alors, je pense qu'on a tous du vécu de ce pandémie et cette infection-là. Alors, voilà, on va s'échanger bientôt. Pour le prochain webinaire, Kim, je devrais poser une question. C'est qui n'a pas eu la COVID? Combien de fois que vous avez eu la COVID? Parce que ça serait fort intéressant. Oui, on est tous des experts à cause de ça. Et c'est triste parce que j'aurais dit la semaine passée, ma fille n'a jamais eu la COVID. Elle a 14 ans, école secondaire. Mais finalement, mon fils l'avait amené à la maison malgré le fait qu'ils portent leur masque aux journées longues à l'école. Alors, pour la première fois, ma fille elle termine son infection à l'heure actuelle. Alors voilà. Alors, être père, être mère des enfants aussi, c'est un autre défi, même si on est travailleur de la santé. Alors, on voit à quel point l'impact de la COVID était répandu. Alors, on sait que des centaines de millions de personnes dans le monde ont été infectées depuis que la pandémie avait commencé en 2020. Et on sait aussi que ça peut provoquer une vaste éventail de maladies et certains d'entre eux peuvent devenir très sévères. On sait aussi que n'importe qui peut développer une COVID, des complications en lien avec la COVID, mais on sait aussi, suite à plusieurs années maintenant de recherche, que certaines personnes présentent un risque plus élevé de complications, d'hospitalisation et de décès. On sait aussi de plus en plus qu'on peut provoquer des symptômes durables. Alors, on parle ici de la COVID longue. Qui peut affecter la vie quotidienne des gens affectés. Moi, je connais une médecin de famille très active et très performante au travail et tout, qui a dû arrêter de travail à cause des symptômes de COVID longue. Alors, on voit aussi que les gens qui ont été infectés au début de la pandémie peuvent en sortir moins bien que les gens qui ont eu plusieurs vaccinations. Mais on sait que dans l'ensemble, la COVID, soit l'infection et maintenant les symptômes de COVID longue, peut avoir des gros impacts à plusieurs niveaux chez plusieurs personnes. Et on sait que ça met beaucoup de pression sur notre système de santé. Et je pense qu'une chose qu'on doit confronter à l'heure actuelle, c'est en lien, en tout cas avec la COVID longue, on a peut-être plus de questions que de réponses à l'heure actuelle. Alors, c'est une grande frustration à la fois pour des patients et pour des intervenants comme nous. Prochaine diapo. Alors, qu'est-ce qu'on a fait avant de lancer ce bel programme initié par Respi Plus? C'est qu'on voulait s'assurer que
c'est un programme qui répond bien à vos besoins, à la fois de vos besoins tant qu'intervenant, intervenante, mais aussi aux besoins de vos patients qui se présentent avec plusieurs questions. Alors, on a posé quelques questions et on aimerait ça, avant de commencer à vous montrer le programme, justement, quelles sont les questions que vous en avez et quelles sont les questions que vos patients vous posent sur la COVID et auxquelles vous ne pouvez pas encore répondre en toute confiance. Alors, on va les partager les résultats de ce sondage et encore une fois, c'est pour s'assurer que le contenu de nos programmes répond bien à vos besoins et aux besoins de vos patients. Alors, on a reçu beaucoup de réponses en lien avec les vaccins. Combien de vaccins dois-je recevoir? Le rappel de COVID, est-ce que ça serait annuel comme le vaccin contre la grippe? C'est une excellente question. Et je pense que ça dépend de qui vous êtes. Et si vous me demandez de projeter dans l'avenir, je pense que la réponse courte à la deuxième partie, c'est oui. Je pense qu'on devrait s'attendre à au moins une rappel à chaque année à cause du fait que la COVID, le virus qui cause la COVID semble fluctuer dans le temps. Il y a des nouveaux variants qui sortent à chaque année et encore plus tôt avec la COVID qu'avec la grippe. Par rapport à l'infection par la COVID, il y avait beaucoup de questions en lien avec ça. Est-ce que je dois toujours faire un test de dépistage de COVID lorsque j'ai des symptômes de rhume? Écoute, il n'y a pas de ligne directrice là-dessus, mais je pense que ma réponse à ça, c'est toujours recommandé de savoir de quoi qu'on parle parce qu'on sait que la COVID, surtout des variants qui circulent en ce moment, au Québec, le XBB, sont très, très, très contagieux. Alors, c'est sûr qu'on va peut-être modifier nos comportements en fonction de l'infection qu'on a. Dans quelle mesure serais-je malade si je l'attrape? Bien, encore une fois, ça dépend de votre statut vaccinal, ça dépend de votre âge, entre autres. Et aussi, ça dépend de votre niveau d'exposition au virus. On sait que si vous étiez exposé à une énorme charge virale, votre risque d'avoir des complications plus sévères, c'est plus important. Quelle stratégie sur la meilleure façon de rétablir sur la question de savoir si une personne serait à nouveau infectée? Bien, les mauvaises nouvelles, c'est qu'avec chaque variant, ça veut dire qu'on peut être réinfecté. Alors, c'est plus comme avant, c'est plus après avoir eu la maladie, on est protégé. C'est pour ça que c'est encore important de maintenir certaines mesures de prévention en incluant la vaccination. Au niveau des comorbidités, vous avez eu des questions là-dessus aussi. Que dois-je faire si je souffre d'un MPOC ou de la COVID ou d'autres maladies pulmonaires ou chroniques? C'est des questions très, très, très pertinentes et heureusement, le programme va pouvoir vous aider et vous accompagner dans le traitement de ces patients-là. Prochaine diapo. Voici les questions, d'autres questions que vous avez posées. Beaucoup de questions sur la COVID longue. Quand est-ce que le brouillard cérébral disparaît-il? Quand je me sentirai à nouveau normal, est-ce qu'il y a des médicaments qui peuvent aider? Comment retrouver notre énergie? Questions sur la toux chronique, la dyspnée, etc. Que pouvons-nous faire augmenter la tolérance à l'effort? Alors, toutes des excellentes questions. Encore une fois, il y a certains d'entre eux qui restent toujours inconnus, mais avec de plus en plus de recherches, on commence à développer des traitements et des programmes de réadaptation. Prochaine diapo. Et voici une autre question qu'on a posée à vous, à les participants. Quelles sont vos plus grandes difficultés ou frustrations lorsque vous soignez des patients atteints de la COVID longue? Mais je pense que comme plusieurs, incluant moi-même, la manque de réponse définitive, comment traiter la fatigue, le soufflement, la dyspnée, la tolérance limitée à l'activité, à l'effort. Le délai de réadaptation, alors le délai à avoir accès aux services et aussi quand est-ce qu'ils peuvent retourner au travail, où sont les lignes directives là-dessus. Je pense que c'est toujours ce qu'on appelle un moving target, puis il y a beaucoup de choses qui restent à découvrir. La maladie, ça semble être non linéaire, alors les gens peuvent aller mieux, puis ensuite revenir plus malades plus tard. Et il y a beaucoup de patients qui se retrouvent avec un toux persistant. Qu'est-ce qu'on peut faire pour eux? Dernier diapo sur vos préoccupations.
Quelles sont, encore une fois, vos plus grandes frustrations, le manque de ressources et d'informations? Alors, je pense que c'est pour ça que je pense que l'arrivée de ce programme, le timing est très bon. Qu'est-ce qu'on fait avec les gens qui sont résistants ou hésitants à se faire vacciner? Comme c'est quand même une recommandation très, très, très importante et très efficace pour prévenir des complications en lien avec la COVID. Et il y a des recherches qui commencent à démontrer que d'être vacciné, ça peut peut-être vous protéger contre le développement de la COVID longue parce que votre maladie serait moins sévère. L'absence d'accord sur qu'est-ce qui est réellement la COVID longue. Alors, ça, c'est quelque chose que je fais beaucoup moi-même. J'ai commencé à explorer en plus de détails, c'est quoi la COVID longue, les différentes définitions. Juste pour votre information, en fait, on a tendance à regarder ou considérer 3 définitions. Les définitions du Santé Canada qui se retrouvent sur leur site Web, les définitions du CDC aux États-Unis et les définitions du World Health Organization. Il y a quelques symptômes qui recoupent les 3 lignes directives ou les trois pages sur les sites Web, mais il y a quand même une certaine différence en fonction du site. Alors, je vous encourage de consulter ces sites Web-là. Et bien sûr, le manque de médication pour traiter la COVID longue. Encore une fois, c'est quelque chose qui vaut mieux prévenir avec des choses qu'on le sait, mais je pense qu'il y a beaucoup, beaucoup de recherches qui se font à l'international. Au Canada, on vient de subventionner un énorme network réseau de chercheurs multidisciplinaires pour justement se lancer dans la question qu'est-ce qu'on peut faire pour mieux aider les patients avec la COVID longue. Alors, ça vient d'être lancé. Prochaine diapo. Maintenant, Maria, c'est à vous d'introduire le programme. Merci beaucoup. Donc, on va parler un peu en fait, de la série. Vous connaissez, beaucoup d'entre vous connaissent déjà les autres séries qui ont été faites par l'équipe de Respi Plus et les experts, donc de la série en MPOC, en asthme et en fibrose pulmonaire. Donc, pourquoi pas pour la COVID-19. Donc c'était vraiment un beau travail depuis le début, juste à arriver avec les noms pour la série. Donc, on pensait donner l'espoir et c'est pour ça que les gens ont parlé de mieux vivre au-delà de la COVID-19. Qu'est-ce qu'il y a? Quand que ça sera? Pas nécessairement en arrière de nous, malheureusement, mais on avait toujours l'impression, bon, est-ce qu'on peut surmonter cette preuve? Puis, donc c'est pour ça, pourquoi la série. Donc, ça a été vraiment, comme toutes les autres séries, c'est fait pour les professionnels de la santé, c'est fait pour vous, pour aider et travailler avec vos patients. C'est un programme toujours très compréhensif, très complet en termes de sujets. La clientèle, donc il fallait choisir une clientèle. On avait choisi vraiment l'axe sur les personnes à haut risque de la COVID-19 et aussi les personnes avec la COVID longue. Mais si bien que ça peut être utilisé avec une clientèle générale. C'est comme toujours les modules, tout va être disponible sur le chroniclungdiseases.com. Donc, tout est gratuit. Les PDF, vous pouvez télécharger tous les modules, les formats, les différents documents. Et si vous n'avez pas, moi, je vais vous montrer les sites web, mais vous allez aussi recevoir un courriel avec toute l'information, les liens. Il y en a 3 modules, en fait. Donc, un module pour la prévention, un autre module pour les traitements et le dernier module, c'est sur la réadaptation, la gestion de la COVID longue. Et comme je vous dis, la clientèle cible, on parle de quels patients. Donc, on avait dit les personnes qui ont un risque élevé de complications de la COVID-19, mais aussi les personnes atteintes de la COVID longue. En termes de professionnels, c'est vraiment vous, des personnes comme vous qui sont aujourd'hui à cet webinaire, donc des éducateurs, d'infirmiers, de synalo, mais si bien qu'il y a aussi une clientèle de médecins de famille ou bien de spécialistes et de pharmaciens qui pourraient utiliser la série et d'autres professionnels de la santé. Un autre facteur important, c'est qu'on parle de quoi faire avec les personnes lorsqu'ils sont à la maison. Ce n'est pas pour une clientèle hospitalisée,
On ne va pas discuter de médicaments ou de traitements pour des clientèles hospitalisées, ni on va parler des clientèles pédiatriques. Donc, c'est vraiment adulte comme le reste des séries. Pourquoi la philosophie en arrière du programme? Si vous connaissez d'autres séries, vous savez déjà un peu pourquoi. Donc, ce n'est pas un document simplement à donner à un patient et voici un feuillet, partez-en, lisez-le et je m'attends à rien. Au contraire, c'est toujours des documents qui visent un changement des comportements. Donc, il faut trouver c'est quoi les comportements qui va protéger notre patient. C'est quoi la problématique? Donc, dans le cas de la COVID, on avait identifié beaucoup de problèmes en termes des craintes, des comportements, vraiment les valeurs que les patients donnaient, soit en termes de tout les manques de communication qu'il y a eu, qu'on connaît très, très bien via les différents réseaux. Donc, c'est vraiment pour ça que la série veut commencer en explorant avec les patients leurs croyances, c'est quoi l'objectif, pourquoi qu'ils aimeraient changer un comportement. Et bien, on va parler de c'est quoi les stratégies et surtout, c'est quoi les stratégies d'autogestion qui pourraient éviter les patients ou vraiment prévenir une infection ou bien, si vous savez une infection, qu'est-ce qu'on peut faire à l'aide d'un plan d'action. Et finalement, on parle, c'est quoi les obstacles, c'est quoi les problématiques dans la vie de tous les jours. Donc, voici le module. Je vous disais, le premier, c'est pour la prévention. Et donc, plus ou moins, en résumé, c'était quoi les objectifs ou les éléments qui sont couverts. Donc, le module commence à parler, c'est quoi la COVID? C'est pour ça que le module va répondre à beaucoup de questions que vous avez vues au début pour les participants. Et donc, qui a un risque élevé de complications sévères de la COVID-19? Vous allez voir, on a une feuille d'identification des clientèles. C'est qui les clientèles à haut risque? Et à ce moment-là, on commence à parler qu'est-ce qu'on peut faire pour réduire les risques. Donc, pas seulement la vaccination, mais vraiment toutes les stratégies à mettre en place dans notre vie dès tous les jours. Oui, on va parler des vaccins et comment ils nous aident. C'est quoi les approbations? C'est quoi la disponibilité de vaccins au Canada? Les doses de rappel, pourquoi? Et donc, il y a une section aussi pour les mythes et les réalités sur la COVID-19 et les vaccins. C'est fort intéressant, ainsi qu'on couvre des médicaments qu'on utilise en prophylaxie. La suivante. Donc, les modules sur les traitements. Très important en termes aussi de contenu. Et on retourne avec les volets c'est qui les personnes qui ont un risque élevé des complications suite à la COVID-19. Il faut reconnaître c'est quoi les symptômes, est-ce que j'ai la COVID-19, c'est quoi les tests que je peux faire pour connaître. Vous savez comment que ça a évolué. Maintenant, on n'a même pas d'accès aux tests PCR, mais on a quand même accès, ça change selon la province, mais on a d'accès à tests pour faire le test maison. Nous, on a créé un plan d'action parce que c'est super important de se préparer en avant d'une infection, vraiment, pendant que les patients étaient stables, c'est le moment de développer un plan d'action pour la COVID-19. Et donc, oui, on va parler des traitements disponibles pour la COVID-19. Finalement, les modules de réadaptation et la gestion de la COVID longue. Et donc vraiment, ça commence par la définition, un peu l'historique de la définition sur la COVID longue, c'est quoi les symptômes et les vécus des personnes qui ont ce syndrome, l'importance de la réadaptation, comment ça peut aider les personnes atteintes de la COVID longue, pourquoi qu'on parle de réadaptation, pourquoi qu'on parle de l'importance d'un professionnel, un groupe de professionnels qui viennent travailler avec vous en termes d'éducation, des mouvements. On ne parle pas nécessairement de l'exercice comme c'était dans l'autre réadaptation, mais vraiment c'est les mouvements, l'activité pour
redonner aux gens l'opportunité de continuer leur vie de tous les jours, les stratégies pour gérer les symptômes, l'importance d'habitudes saines. Donc, on va parler des problématiques que les patients vont vivre en termes de sommeil, de nutrition, de la fatigue mentale, et bon, les brouillards, comme ils les décrivent. Et donc, on va parler aussi de l'importance de la santé mentale. On va parler des ressources. Il y a une section aussi pour les groupes de soutien et les ressources pour le retour au travail. Donc, c'est vraiment comment aider vos patients. Et c'est ça la série. Bon, voici quelques photos sur les plans d'action. Je vous invite à lire, le consulter, le lire. Il y a beaucoup de choses qui se font en prévention, comme je vous dis, pendant que les patients est stable et bien. Et bon, c'est quoi les autres outils? Donc, on a beaucoup de listes de contrôle pour aider les patients à déterminer s'ils sont, en fait, la clientèle à risque. Les questions d'autogestion, c'est toujours important. Les questions de la confiance, est-ce que les patients sont confiants qu'ils peuvent mettre en place les stratégies lorsqu'il sera le moment? Les plans d'action. Et il y a aussi certaines annexes par rapport aux médicaments, des vaccins, etc. Une série très complète. J'espère que ça pourra vraiment combler les besoins en termes d'éducation. Et comme vous savez, nous, on essaie de faire les autonomisations, c'est les empowerment de nos patients, tout ce qu'ils peuvent faire, tout ce qui reste sur leur contrôle et augmenter la confiance et démystifier la COVID-19. Et bon, maintenant, on vient pour l'étude des cas. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Comment qu'on l'utilise? Oui, merci beaucoup, Maria. Alors, j'espère que vous êtes un peu excités de voir et de plonger un peu plus dans les modules suite à cette belle présentation de Maria. Alors, encore une fois, l'objectif aujourd'hui, ce n'était pas de répondre à toutes vos questions qui sont tous très pertinents, mais surtout de vous montrer à quel point vous allez pouvoir trouver les réponses très détaillées dans les modules de ce nouveau programme. Alors, pour générer un peu d'interaction, on aimerait ça vous présenter une petite étude de cas. Alors, c'est moi qui vais l'animer avec peut-être un peu d'aide de Maria, mais on va voir. Alors, c'est Madame Jessica Roy, elle a 59 ans et elle vient vous voir pour renouveler ses ordonnances. Alors, dans le fond, c'est une patiente qui a un MPOC, qui a été diagnostiquée il y a 4 ans et elle souffre aussi de l'hypertension depuis 10 ans, qui est bien contrôlée avec la médication. Et selon les discussions avec Mme Roy, elle ne semble pas très préoccupée par la COVID-19, comme plusieurs personnes à ce jour, qu'on va peut-être côtoyer dans la rue. Elle a été vaccinée contre la COVID il y a 1 an dans le cas de ces séries de vaccins primaires. Cependant, elle n'a pas eu une dose de rappel. Alors, elle a reçu seulement 2 doses et aucune dose depuis 1 an. Et c'est une patiente qui vient vous voir, encore une fois, pour renouveler ses ordonnances, mais ce n'est pas pour en discuter de la COVID. Alors, vous pouvez imaginer, comme plusieurs, que c'est même peut-être quelque chose, elle ne veut pas vraiment y en parler. Par contre, vous êtes préoccupé par les risques encourus par Mme Roy et vous souhaitez consulter son dossier pour mieux évaluer sa situation parce que, suite à cette présentation, peut-être dites, ah, OK, c'est peut-être une candidate pour une intervention plus poussée. Alors, prochaine diapo. Alors, j'aimerais ça vous inviter avec le chat ou le Q&A. Je pense que c'est le Q&A, hein, Maria? Oui, les deux, oui. Les deux fonctionnent. Oui. Alors, j'aimerais savoir, quelle est votre première recommandation? Quelles sont vos préoccupations et recommandations pour Mme Roy? Qu'est-ce qu'on peut faire d'après vous à cette étape? Alors, j'aimerais ça entendre de vous. Alors, quelles sont vos idées? Et on peut peut-être revenir sur le cas, le diapo du cas, juste pour que ça soit frais. Mais j'aimerais ça juste que vous partagez quelques-unes de vos préoccupations, vos questions, peut-être les choses que vous êtes portés à faire ou à la demander ou à évaluer avec elle. Alors, je vais regarder dans le chat et dans le Q&A. Alors, si je ne vois pas grand-chose, peut-être les gens, ils mangent leur dîner, je ne sais pas, mais soyez pas gênés. Soyez pas gênés. Alors, on sait que d'abord, c'est une patiente qui a un risque élevé pour avoir des complications contre la COVID.
quelles sont les autres choses qui vous frappent par rapport de son On a cas? déjà une personne qui dit j'aimerais lui parler de la prévention avec les doses de rappel. OK, parfait. Parfait. En fait, j'aimerais savoir pourquoi la dame n'a pas eu d'autres vaccinations. C'est une très Ah, bonne question. Est-ce qu'elle a la peur? C'est des problèmes de disponibilité? oui, c'est une très bonne question de Très bonne Jennifer. question. Est-elle au courant des doses de rappel à recevoir? Est-ce que c'est une question de savoir, hein, Maria? Parce que c'est sûr qu'on ne peut pas dire qu'est-ce qu'on a entendu dans les médias puis par le gouvernement et santé publique, c'est pas toujours clair et cohérent. Alors, il semble changer beaucoup leurs recommandations. Lui demande s'il est prêt à attraper éventuellement la COVID et comment elle envisage ça. Alors, ça, c'est Lucie. Mon Dieu, c'est une question très directe. Est-ce que vous êtes Oui, prête à l'attraper? oui. OK. Questionner madame sur ses connaissances et préoccupations en termes d'avoir la COVID. Oui, Mhm. oui, définitivement. OK. Poser la question sur la COVID longue. Alors, si c'est voir si c'est un peu, si ça fait partie de ses préoccupations et ses connaissances, la COVID longue, parce que souvent, les gens, pendant longtemps, ils pensaient qu'à l'infection et non à les séquelles à long terme. Faire l'évaluation de ses connaissances. Je vais lui parler de ce facteur de risque. Très bien, très bien. Oui. Comme quoi, par exemple, le facteur de risque, en ce moment, on peut lire sur les cas, elle fait l'IPOC, elle Mhm. fait l'hypertension. Marie-Ève avait dit, est-ce qu'elle a déjà eu la COVID? Je pense que c'est une excellente question, ça, et on sait par les recherches qu'on fait ici à Montréal que effectivement, les gens qui ont eu la COVID et qui l'ont eu, mettons, c'est assez léger. Alors, dans le fond, leur infection, c'était assez gérable ou léger. Qu'est-ce que ça fait? C'est que des fois, ça diminue leur perception de risque. Alors, s'ils vont dire, ben écoute, c'était pas la fin du monde dans mon cas, alors peut-être ça ne vaut pas la peine de maintenir des mesures de prévention. Alors, ça peut être un facteur très important aussi, non seulement s'ils l'ont eu, mais à quel point c'était sévère ou non. J'ai dit aussi, il faut élaborer avec elle ses connaissances et ses inquiétudes. Oui, oui. Elle a déjà eu la COVID. Quel genre de MPOC? Est-ce que c'est un MPOC sévère? Est-ce que c'est Mhm. contrôlé? Combien d'exacerbations par année? Est-ce qu'elle suivit un pneumo? Et Annick avait dit, c'est quoi ses attitudes envers la vaccination en général? Je peux vous dire que comme elle a déjà eu 2 vaccins, d'après moi, elle ne serait pas un peu dans la tranche de personnes qui sont anti-vaccination, mais comme ça fait 1 an et c'est sûr qu'elle se retrouve dans la catégorie de personnes ou de patients qui sont ciblés pour les doses de rappel, on peut se poser les questions, est-ce qu'il y a une réticence qui est développée? Est-ce que peut-être elle a eu une mauvaise réaction? C'est une perception qu'elle a eu ces 2 doses, comme ça a été dit par les autorités de santé publique au début. Ils ont étiqueté 2 doses comme étant complètement vaccinées. Alors peut-être, selon elle, c'est suffisant. Lui demandait si OK. elle serait ouverte à suivre le programme d'enseignement et de réadaptation. Ouais. Oui, c'est dans l'évaluation de la MPOC globale. Oui. Et Francine, est-ce que tu es entourée de gens à risque? Alors, ça, c'est fort Oui. intéressant, ça, parce que souvent, les gens prennent des décisions en fonction de leur propre risque et souvent, ils ne prennent pas en considération les gens avec qui ils courtoient ou les gens avec qui ils habitent. Alors, si Madame Roy elle prend soin de ses petits-enfants, par exemple, ça peut être quelque chose à mettre sur la table, effectivement. Et la dernière, c'était, je vais par la suite lui demander si c'est ouvert à prendre un deuxième vaccin. Je pense qu'il avait déjà eu ses 2 premiers, mais c'est plus les doses de rappel qu'on va en OK. parler. Donc, Ben on va. Merci beaucoup pour les gens qui ont participé. On va. Oui, ben écoute, c'est toutes des excellentes réflexions. Vous êtes tous sur la bonne voie.
Alors, je pense que des choses qu'on identifie de notre côté, c'est évaluer si elle fait partie d'une clientèle à haut risque pour commencer. Et je pense que la réponse est évidente et c'est oui, à la fois à cause de son MPOC, mais aussi à cause de son hypertension. Son statut vaccinal, alors on a vu qu'elle a reçu 2 doses, mais aucune dose de rappel. Alors, ça veut dire qu'elle n'est pas anti-vax, mais il y a peut-être certaines préoccupations, peut-être certaines expériences ou peut-être une question de manque de savoir, peut-être n'est pas au courant des recommandations de se faire vacciner une 3e fois avec un booster. Est-ce qu'elle a déjà eu la COVID? Alors, excellente question qui a été soulevée par une participante. Est-ce qu'elle prend des médicaments? Ça, c'est une autre chose à évaluer. Est-ce qu'elle a reçu la mauvaise ou pas assez d'informations, pas la bonne information sur la COVID-19 et ou l'importance pour elle en particulier de se protéger? Et encore une fois, c'est quoi ça risque d'être exposé au virus, soit en fonction de son emploi, de ses modes de transport, est-ce qu'elle voyage, est-ce qu'elle prend l'avion ou le train, et aussi en fonction de avec qui elle habite. Alors ça, c'est toutes des très, très, très bonnes questions. Et je pense que pour ce qui est l'évaluation du risque, je pense que les gens sont dans l'ensemble tannés peut-être de maintenir certaines mesures de prévention. On est rendu au point avoir la fatigue de la COVID et la fatigue des vaccinations. Mais en même temps, je pense que c'est une question d'être stratégique dans nos décisions de maintenir certaines mesures. Alors, par rapport à l'apport de masse, par exemple, je pense que vaut la peine quand même de considérer le porter dans certains lieux et endroits, surtout si vous allez vous retrouver à l'intérieur où la ventilation, c'est pas très bon et où il y aurait beaucoup de personnes que vous ne connaissez pas qui risquent d'être infectées. Moi, je suis professeure à l'université et j'enseigne un cours aujourd'hui. Alors, c'est sûr que je vais porter mon masque dans mon salle de cours parce que c'est une situation que je juge à haut risque pour moi. Alors, voilà. Prochain diapo. Donc, Alors, Maria? oui, en fait, c'est un des fichiers qui viennent avec la série. Et donc, je vais juste me placer correctement. Bon, donc c'est ça. Donc, ça, c'est un matériel que vous pouvez imprimer, utiliser avec vos patients. Vous pouvez l'envoyer par courriel, mais bon, ce document, ça a été vraiment basé sur l'information par Santé Canada, mais avec les comités scientifiques qui ont travaillé dans la série, ils ont vraiment regardé ce qui s'est passé. Il y a certaines différences par province, donc il faut juste voir, mais ils ont mis ensemble une feuille qui liste toutes les raisons pour lesquelles la personne pourrait être à risque plus élevé ou non. Donc, l'âge, vous le connaissez déjà, les systèmes immunitaires, on a parlé énormément de ces clientèles. Par contre, la majorité des personnes que vous pourriez avoir à interagir avec, ça serait les personnes qui souffrent d'une maladie chronique, surtout de maladies respiratoires chroniques, comme ici, l'asthme, lorsqu'il est modéré à grave, la MPOC, évidemment, démence, le diabète, maladies cardiaques, l'hypertension, les maladies rénales, les maladies hépatiques, d'autres maladies pulmonaires, et puis des accidents vasculaires cérébraux et troubles neurologiques. Ça a été bien identifié dans les listes des maladies chroniques. Le fait d'être enceinte, l'obésité, les personnes seraient à risque même si la première série de vaccins est incomplète. Donc, vraiment, même si tous les autres facteurs ne sont pas couverts, mais si la première série de vaccins n'est pas complète, donc c'est un facteur de risque. Et donc, avez-vous manqué votre rappel de vaccin au cours des 6 derniers mois? Donc, c'est des questions comme professionnel à évaluer. Et donc, ça vous donne l'opportunité d'engager une conversation avec votre patient pour voir si c'est des candidats pour un suivi. Donc, on continue l'étude des cas. Donc, comme discuté, elle, simplement, la MPOC la met à haut risque.
et donc, et même que l'hypertension artérielle qui a été identifiée aussi comme des maladies qui peuvent augmenter les risques d'hospitalisation suite à la COVID-19 et la mort aussi. Bon, donc, voici quelques questions que la patiente vous explique. Je te laisse, Kim. Oui, alors, je pense qu'on a beaucoup parlé déjà de vos préoccupations par rapport de Mme Roy, son état de santé, son MPOC et son hypertension. Juste pour répondre rapidement à Chantal qui a posé la question pourquoi est-ce qu'elle serait à risque avec l'hypertension? C'est parce que l'hypertension, en étant une maladie vasculaire, on sait que la COVID-19 cible en fait les gens qui ont des troubles vasculaires et ça a tendance à créer des complications. Il y a une revue de littérature qui a été publiée en 2021. Je vais essayer de vous le chercher et je vais essayer de le mettre dans le chat et vous pouvez référer à ça, mais ça a démontré que les gens avec l'hypertension artérielle étaient plus à risque d'être hospitalisés et aussi de mourir. Alors, on sait que aussi les gens avec l'hypertension ont souvent une maladie cardiaque connexe. Pas tout le monde, mais c'est vraiment à cause du composante vasculaire. Alors, deuxième question, les doses de rappel sont-ils vraiment nécessaires et à quelle fréquence? Alors, on commence à voir vraiment des belles études systématiques avec des méta-analyses qui démontrent à quel point les doses de rappel sont à la fois nécessaires, mais aussi à combien de fois ça dure. Alors, il y a une étude qui est sortie en Lancet Respiratory Medicine, je pense que le mois dernier, je pense qu'il y avait des millions et des millions de personnes dans cette étude-là, 68 études au total, avec une méta-analyse pour comparer des vaccins dans la période avant et durant Omicron. Et si je m'en souviens bien, dans l'ensemble, les doses de rappel aident vraiment à vous protéger pour une période de 4 à 6 mois. Alors, c'est vraiment quelque chose qui est démontré efficace à la fois pour prévenir l'infection, ou bien la sévérité de l'infection et aussi votre risque d'être hospitalisé et avoir des complications sévères. Si elle contacte la COVID, la prise rapide d'un traitement prescrit peut-elle l'empêcher d'être hospitalisé? Ça dépend. Une chose qu'on sait par rapport de certains médicaments qui sont prescrits pour des patients atteints de la COVID, exemple la Paxlovid, c'est sûr que ça dépend s'il est éligible. Alors souvent, c'est une question d'éligibilité en fonction des facteurs de risque, mais aussi une question de s'il n'y a pas de contre-indication en fonction des médications qu'elle prenne. Alors, les prochaines étapes, prochain diapo. Alors, comment commencer le processus d'éducation et aussi d'évaluation de son niveau de savoir en lien avec la COVID? Quels sont les outils qui sont disponibles? Alors, je pense que la première étape, c'est, comme vous avez bien mentionné plusieurs personnes dans le chat, explorer les croyances du patient, ses préoccupations. Selon elles, sont quoi les avantages d'être plus proactif et aussi de partager l'information sur la COVID. C'est sûr que c'est important d'évaluer c'est quoi le niveau de ses connaissances et de faire ça de manière ouverte et curieuse et non faut éviter d'argumenter avec le patient ou donner l'impression qu'on les confronte. Alors, je pense que c'est important de continuer à travailler sur un plan de prévention pour la COVID. Alors, comme j'ai mentionné il y a quelques minutes, je pense que c'est une question d'aider et de soutenir les patients à être plus stratégiques dans leur adoption de mesures de prévention. Ce n'est pas une question de tout ou rien. Ce n'est pas nécessaire, par exemple, quand vous promenez dans le parc ou vous avez un pique-nique avec la famille dans la cour, de porter un masque. Mais si vous prenez le métro, si vous prenez l'avion, c'est peut-être des endroits à plus haut risque d'être plus proche des gens et plus en contact avec les gens qui sont potentiellement malades. Et c'est là où je recommanderais à des patients comme Mme Roy de porter un masque. C'est sûr aussi peut-être d'avoir un peu la réflexe avant de sortir souper avec des gens, de demander est-ce que tout le monde est en bonne santé. Moi, je sais que j'ai déjà demandé aux gens avant de venir chez moi souper de prendre un test rapide. Une fois, c'était Maria.
Puis je pense que des bonnes amies sont très contentes de le faire. Et s'il y a quelqu'un dans la maison qui est à haut risque, alors je pense que c'est encore une autre chose qu'on peut faire. Encore une fois, qu'est-ce qu'on veut faire? On veut faire qu'est-ce qu'on peut. Il y a tellement d'inconnus et imprévus en lien avec la pandémie et cette maladie-là. Mais si on peut reprendre un peu de contrôle, mieux c'est. Troisième chose, c'est sûr que de privilégier les doses de rappel et de suivre les lignes directrices de santé publique, mais on sait que dans le cas de Mme Roy, elle serait définitivement ciblée pour des doses de rappel. Et règle générale, selon la plupart des lignes directives, c'est d'avoir une dose de rappel à peu près aux 6 mois. Et des fois, ça peut changer un peu en fonction de la date de votre dernière infection. Alors, on sait qu'avoir une histoire ou avoir été infecté une fois avec des vaccins, ça peut prolonger un peu votre période de protection, mais règle générale, si vous êtes en bonne santé, avoir une période d'à peu près 6 mois entre les doses de rappel. Et voilà, Maria, est-ce que vous voulez compléter les 2 autres points? Oui, en fait, vous allez voir sur la diapo suivante, c'est les plans d'action. Bon, ce que en fait, les médecins qui traitent les patients avec les traitements disponibles, ils savent qu'il faut vraiment agir le moment que les patients, encore, on le répète, avant qu'ils aient la COVID. Donc, en prévision d'une infection potentielle, il faut connaître la fonction rénale du patient parce que c'est pas nécessairement une contre-indication, mais les traitements pourraient être ajustés pour les patients en fonction si on a une maladie rénale. Bon. Donc, c'est des choses à faire quand on a le temps et pas quand les patients sont malades et que ça tombe dans les samedis et les patients viennent dans sa pharmacie et c'est comme un peu trop tard pour commencer à faire des analyses de sang à ce moment-là. Donc, c'est des fois, je pense que les programmes, les séries Mieux Vivre, des fois, c'est vraiment des rappels aussi pour nous comme professionnels, pas nécessairement seulement des rappels pour les patients, mais c'est des rappels pour tout le monde qui utilise la série. Et donc, oui, c'est ça. Bien sûr qu'on espère continuer l'éducation, soit à domicile, les patients, le matériel est disponible pour que les patients puissent continuer à lire, revenir à vous avec des questions et donc et continuer la conversation. On n'attend pas à que ça se fait dans une réunion, une session d'éducation avec les patients et c'est fini. C'est vraiment sur l'ensemble du temps avec les patients, sur la vie du patient, sur les mois qui suivent. Donc, il y a un engagement qui peut se faire de façon progressive. Donc, on invite toujours à lire, à reconsulter certains matériels. Et donc, voici le plan d'action. Je veux juste ajouter une chose, Mariette, juste revenir rapidement. Une chose qui va être importante, je pense, c'est qu'il y a beaucoup de matériel à lire pour les patients dans les modules, mais très pertinent. Et une bonne façon de s'assurer qu'ils ont bien compris, c'est de poser des questions qui sont sur le diapo ici. De ne pas prendre pour acquis parce qu'ils l'ont lu, ils ont bien compris et ils ont tiré le bon message. Alors, voici 2 bonnes questions ouvertes que vous pouvez poser à vos patients pour s'assurer qu'ils ont bien compris et ils savent quoi faire après. On peut quasiment prendre pour acquis qu'ils vont avoir des questions parce que, écoute, surtout avec la COVID longue, il n'y a que des questions, que des réponses. Mais je pense que ce qui est important aussi, et c'était le dernier point que je voulais faire là-dessus, c'est correct d'être transparent par rapport à des choses qu'on ne sait pas encore. Alors, qu'est-ce qui est important, c'est d'être transparent, de valider les préoccupations du patient, mais aussi de leur donner un peu de l'espoir en leur disant qu'il y a beaucoup de chercheurs, beaucoup de médecins qui travaillent là-dessus et on investit beaucoup maintenant dans la compréhension de la COVID longue et pour découvrir des traitements et des programmes de réadaptation et de ne pas perdre l'espoir parce que, écoute, c'est en ligne pour être la prochaine maladie chronique au même niveau que les troubles cardiaques, les troubles respiratoires. Alors, je pense que c'est quelque chose, on va sortir de plus en plus de réponses dans les mois et les années à suivre.
Donc, je voulais juste vous montrer rapidement les plans d'action. C'est pareil à beaucoup d'autres plans d'action que vous voyez. C'est vraiment la liste des contacts. C'est que les personnes, en fait, on a priorisé les médecins de famille et les pharmaciens. Mais il y a d'autres aussi qu'on peut ajouter. Et les actions, vraiment, en partant par la reconnaissance des symptômes et puis qu'est-ce qu'ils peuvent faire pour vraiment éviter une infection et qu'est-ce qu'ils doivent connaître en termes, est-ce qu'ils ont une maladie qui les met à haut risque? Si oui, il faut vérifier la fonction rénale, c'est quoi les médicaments habituels, etc., etc. Et donc, quand la sonde, je me sens malade, donc il faut vérifier c'est quoi les symptômes. Et en termes d'action, donc il faut vraiment chercher à faire un test. Et puis, dans ces cas, on essaie de parler pour le patient, parler soit avec son médecin ou son pharmacien, parce que si le patient est admissible à un traitement ou il doit prendre un traitement, ça doit se faire à l'intérieur des 5 jours suivant le début des symptômes. Donc, il faut vraiment agir vite. Et c'est pour ça l'importance d'un plan d'action. Dans n'importe quelle situation de danger, le patient doit immédiatement appeler quelqu'un, donc comme d'habitude. Et juste rapidement, Maria, il y a une question dans le chat, un peu en lien avec ça. C'est est-ce qu'il vaut mieux faire une dose de rappel en cas de voyage? Alors, je pense que c'est une très bonne question et je pense que ça fait partie de mes suggestions d'être stratégique dans votre adoption de mesures de prévention. Moi, je dirais si ça fait longtemps que vous n'avez pas eu, alors si vous êtes dans l'intervalle de 4 à 6 mois ou même plus longtemps et vous prévoyez voyager et on sait que ce n'est pas fun de tomber malade en vacances ou en voyage ou à l'extérieur de votre pays, mais c'est peut-être encore pire d'attraper le COVID, surtout si vous êtes à haut risque. Alors, ma réponse à ça, c'est potentiellement oui, c'est une très bonne idée. Personnellement aussi, je me suis fait vacciner 4 semaines avant un voyage il y a 1 an, puis j'étais correcte. Alors, tout ça pour dire, je pense que ça vaut la peine d'être stratégique. Et oui, voyager, on va rentrer en contact avec plusieurs autres personnes, d'autres variants possiblement. Alors, si vous avez eu la COVID avec un variant X, mais le fait de voyager dans un autre pays à l'étranger, ça se peut que vous serez en contact ou exposé à un autre variant. Et avec un autre variant, on recommence à zéro, malheureusement. Alors oui, ça serait une très bonne idée et potentiellement privilégier les vaccins potentiellement bivalents pour avoir une bonne protection contre les 2 plus gros variants jusqu'à ce jour. Bon, c'est très important. Il n'y a personne qui veut être malade en son voyage, mais aussi Non. que les gens ont toujours une bonne couverture lorsqu'ils sont en voyage. Ça, c'est important à voir comme question. Et bon, oui, donc toutes les ressources, comme je vous ai dit, ça se trouve sur le site web. Ne vous inquiétez pas si vous n'écrivez pas les liens, mais on va vous envoyer ça. Toutes les personnes qui sont inscrites pour le webinaire d'aujourd'hui, vous allez recevoir ça par courriel. Et donc, tout le matériel, vous pouvez télécharger, imprimer, envoyer par courriel, etc. La série est disponible. La série est à vous. Et en fait, juste en résumé, un peu l'idée de la série, c'est comme je l'expliquais au début, c'était vraiment, il reste encore, après 300, il reste encore beaucoup de questions, mais je suis sûre qu'on ne sera même pas en mesure de tout répondre par la série d'éducation. Mais l'idée, c'est vraiment de redonner un espoir, redonner la possibilité aux patients de reprendre sa vie. Il y a beaucoup de choses qui sont sur leur contrôle et que si on est vraiment leur allié, pour combattre, pour prévenir cette maladie, c'est vraiment le meilleur. Donc, beaucoup de travail encore à faire et en espérant que ça soit aidante. Je veux remercier tous les auteurs. Il y en a l'équipe qui a travaillé très, très, très bien. Et puis, comme je vous dis, c'est un travail d'une année et demie qu'on met à votre disposition cette semaine. C'est déjà disponible sur le site web.
N'hésitez pas à nous envoyer vos commentaires parce que j'espère qu'il va y avoir des choses aussi améliorées. Et s'il y a des choses positives, c'est aussi le fun à savoir. Mais oui, en fait, juste merci beaucoup. Et juste une chose très importante, je voulais dire, quand j'ai pensé à ce webinaire, et surtout l'équipe qui est ici et les gens qui sont présents, je voulais remercier à tous, vous, les professionnels de la santé, qui nous ont gardés en santé tout ce temps. C'était vraiment dur, une situation très difficile pendant les 3 dernières années, vous-même fatigué et malade en certaines occasions et qui qui ont continué à travailler fort. Donc, je vais tellement apprécier le travail que vous avez fait. Donc, merci. Merci, Kim. Moi aussi, je ne sais pas si vous avez d'autres questions, d'autres commentaires. Juste pour votre information, il y a des questions sur l'efficacité des doses de rappel, c'est quoi les intervalles et tout. Alors, j'ai mis le lien pour l'article que j'ai mentionné dans Lancet Respiratory Medicine qui était publié le mois dernier. Alors, si vous voulez avoir des vrais chiffres pour tous les doses de rappel et tous les vaccins et ça vous protège contre quoi, je vous invite à consulter l'article lui-même. Alors, je pense que ça va répondre à toutes vos questions. Donc, parfait. Donc, avant de fermer, je vous laisse savoir. Donc, vous allez recevoir les liens et puis la semaine prochaine, l'enregistrement sera disponible en ligne. Merci à tous. Merci à nos partenaires qui ont supporté la série. Et donc, vous pouvez aller sur expandcourses.com et voir soit ces webinaires et il y a aussi d'autres webinaires sur la COVID, la MPOC et d'autres maladies respiratoires. On vous attend. Merci beaucoup. Merci de passer votre lunch à midi avec nous. Ça me fait plaisir. Merci beaucoup, Kim. Merci. Merci, Maria. Bonne journée à tous.